Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'émission de la Commission centrale de Portal Occidental Fouta Djallon sur l'histoire de notre pays, la Guinée. Alors, comme vous le savez, cette histoire a toujours été dominée par la violence d'État. Et à chaque fois qu'on parle de l'histoire de la Guinée, on ne parle que de victimes et de leurs bourreaux. C'est dommage. Alors, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une des victimes, un de nos frères, dont la famille a beaucoup souffert de la violence du PDG sous la direction de Sékou Touré et du clan familial composé de Touré et de Keïta. Donc, cette victime, c'est Dr Ba Thierno, frère de Ba Mamadou. Alors, comme on le fait souvent aujourd'hui aussi, l'émission étant en français, l'exposé sera fait par notre collègue M. Bachir Ba. Après l'exposé de M. Bachir, nous allons donner la parole au panel de la commission centrale de Portal Occidental Fouta Djallon et à celui de la grande radio Gandal. Après, vous pourrez intervenir dans la langue de choix. L'émission étant en français aujourd'hui, vous pouvez intervenir dans la langue de choix. Ce sera traduit. Toutes vos contributions, toutes vos questions seront traduites en français. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à qui de droit. Monsieur Ba, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole pour votre exposé. Bien, merci beaucoup, Monsieur Barry. Je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent ce soir et pour leur souhaiter une bonne soirée ou bien une bonne journée où qu'ils soient dans le monde. Et comme vous l'avez rappelé, on continue encore à réveiller notre passé, à rendre hommage à des gens qu'on cherche à faire oublier, qui ont été trahis et traités dans la boue comme traîtres à la patrie. Et pour laisser dans notre histoire des tâches presque indélébiles dont on n'arrive pas à nous séparer et dont il faudra bien un jour se laver les saloperies pour qu'on puisse reprendre du poil de la bête. Sinon, la Guinée continuera à subir ce passé. Si on ne le comprend pas, si on ne le lave pas, si on ne rend pas hommage aux victimes qui ont été injustement assassinées et qui ne sont que des sacrifices pour la naissance d'une nation, eh bien, on continuera à tâtonner dans l'obscurité comme on le voit actuellement. Eh bien, comme vous l'avez dit, on va parler de Dr Thierno Sabitou Ba, qui est de la famille, comme vous l'avez rappelé, a payé un lourd tribut à la dictature de Sékou Touré, mais qui, du fait de leur éducation, du fait de leur position sociale, du fait de leur environnement culturel, a bien survécu, même si les dégâts qui ont été commis restent encore des douleurs qui sont difficiles à éteindre. Comme vous l'avez rappelé, Thierno Sabitou Ba, qui était jeune, qui mourut très jeune dans la trentaine, était le frère de Ba Mamadou, qui fut condamné à mort par contumace, et frère à Madame Maïmouna Mariga Ba, dont on a fait le compte rendu du livre poignant sur son mari qui fut exécuté, et dont la sœur, dont elle vit aussi son beau-frère, El Hadj Mamadou Sow, et qui fut assassiné. Et plusieurs membres de leur famille, comme on le citera dans cette émission, payèrent un lourd tribut du fait pur et simple d'une jalousie maladive d'un individu qui était médiocre et qui, au lieu de compenser cet art intellectuel, ne trouva rien de mieux à faire que de s'en prendre
au peu d'intellectuels, au peu d'hommes nobles qu'on avait dans notre société pour les exterminer et mentir à la face du monde que ce fut fait au nom d'une révolution dont on voit très bien les acquis aujourd'hui parce que la Guinée, 36 ans après sa mort, eh bien, elle reste encore pleinement marquée par les tares de ce système aberrant et dont on ne finira jamais de décrire les méfaits ainsi que les conséquences sur notre société. C'est un travail indispensable, c'est un travail ardu. Il n'est facile pour personne de réveiller ce passé, mais il le faut, c'est un passage obligé si on veut sortir des ténèbres dans lesquelles le système de sécurité nous a plongés. Pour revenir à Thierno Sabitou Touba, on va présenter succinctement sa famille, qui est très connue, et bien son parcours scolaire, son parcours professionnel ainsi que sa vie familiale à lui propre. Ensuite, on va décrire les conditions dans lesquelles il revint en Guinée et les conditions dans lesquelles il fut assassiné, arrêté et assassiné, et comment sa famille, heureusement du fait de leur background et du fait qu'elle privilégiait l'éducation, a pu survivre malgré les mauvais traitements dont les enfants et les victimes furent l'objet. Eh bien, comme l'a indiqué, Thierno Sabitou Touba est de même père et de même mère que Baba Madou. Leur origine, il est né le 29 décembre 1935 à Boké. Il est le fils de Ba Madani Sabitou, qui naquit en 1896, qui fut directeur d'école régionale à Boké pendant 10 ans, et sa maman s'appelait Fatoumata Sissavane, qui naquit elle en 1910. Madani Sabitou est le descendant de Imran Hela de Timbitouni. Sa famille émigra de Timbitouni en suivant El Adjomar et s'installa dans un premier temps à Helaya, près de Dingirai. Quant à Fatoumata, c'est la maman de Thierno Sabitou, elle était l'unique fille de Bokar Hamid de Sissavane et de Maïmounaba, une peule du Massina. Le père de Thierno Ba décéda en 1960, alors qu'il était à Lyon, en France. Il ne pourra pas assister aux obsèques. Ceci explique probablement pourquoi il a voulu rester en Guinée pour s'occuper de son père, qui décédera en 1969. Je veux dire qui décédera en 1969. Comme frères et sœurs, on en a indiqué principalement Madame Mariga, mais il a d'autres frères et sœurs. Par ordre d'aînés, on cite Hadja Kadeba, qui fut l'épouse de Bokar Birobari, qui fut un diplomate, Hadja Nimasso, qui était institutrice, qui fut première députée de Guinée à l'Assemblée et qui fut arrêtée et emprisonnée au Camboiro pendant 8 mois pour avoir fait fuir ses enfants après que son mari, son Mamadou dont on a parlé ici, fut assassiné au Camboiro. Feu Mamadou Ba, chef de l'opposition guinéenne sous Lansana Conté, Hadja Maïmouna Ba, pharmacienne, épouse de feu Dr Marega, dont on a parlé du livre à 2 reprises en français et en poulard dans les émissions. Feu Souadouba, qui fut l'épouse de feu Mamadou Dia, diplomate à la FAO. Aïssatou Ba, institutrice et chef d'établissement scolaire. Bokar Ba, commerçant. Aliou Ba, commerçant. Makaba, ingénieur informaticien. Et Madina Ba, qui est expert comptable. Eh bien, voilà donc la lignée familiale, comme on le voit, c'est des gens qui ont privilégié l'éducation, qui ont fait des preuves assez éloquentes dans leur vie et qui auraient pu faire encore plus si on n'avait pas eu des sanguinaires complexés et assassins à la tête de notre nation pendant les premières années de l'indépendance. Pour ses études, Thierno Sabitou Ba fit ses études primaires un peu partout en Guinée au gré des affectations de son père. C'est ainsi qu'il a vécu à Sigiri, à Dingira et à Farana. En 1946 et 1947, il était dans la même classe que sa sœur aînée Maïmouna Marega, il brillait particulièrement en mathématiques. Il était intelligent, organisé et capable de gérer énormément plusieurs activités à la fois. Mais à Farana, il eut un ulcère du pied au pied et dut perdre une année le temps des soins de la convalescence. Après son CEP obtenu en 1948, il fut envoyé par son père à Saint-Louis pour suivre ses études à l'internat. Il fut placé dans une famille d'accueil, la famille Bounadjaï, très influente à l'époque,
Bounaya était en effet l'ami de l'oncle de Tchernoba, Tcherno Ousmane Diop. Tchernoba fit ses études, sa scolarité au lycée Faidherbe de Saint-Louis. Il était de la même promotion que l'ancien président Abdou Diouf au Sénégal, auquel il était très proche. Brillant, il fut admis au lycée Lacanal à Sceaux en France, un lycée d'excellence encore de nos jours. Il passa son bac section Mathelem à l'âge de 18 ans, ce qui était une prouesse à l'époque. Il était si éloquent que ses professeurs voulaient qu'il soit enseignant comme son père, mais il préféra être médecin. C'était son rêve d'enfance. Madouba, son aîné, avait tant d'influence sur lui qu'il le convint de devenir vétérinaire, ce qu'il accepta volontiers compte tenu de son amour pour les animaux, chose compréhensible pour un peuple, bien entendu. À l'époque, pour être vétérinaire, il fallait faire une année préparatoire. La première fois qu'il passa le concours d'entrée en école vétérinaire, il a été admissible dans la meilleure école de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Mais il dut abandonner l'oral pour de graves et persistantes migraines. L'année suivante, il réussira à l'école vétérinaire de Lyon, qui est de la Saône. En 1959, il se maria. Il épousa Mariama Diello, infirmière de profession. Au moment de leur mariage, Tchernoba était en deuxième année de l'école vétérinaire et Mariama en première à Conakry. Il revint de Lyon pour se marier et ramener sa femme avec lui. Le mariage religieux a été fait à la mosquée, le mariage civil à la mairie et la réception organisée à la commandature. Ce fut un très grand mariage avec toutes sortes de danses. À l'époque, le mariage religieux était simple. Les vieux des deux familles allaient à la prière à 17h et une fois la prière achevée, ils procédaient au mariage entre les deux enfants, les deux époux. Les pères étaient alors informés. Quant aux femmes, elles l'apprenaient souvent après coup. Le mariage à la mairie était obligatoire parce qu'il fallait vérifier que les filles avaient plus de 18 ans et devaient donner leur accord. Donc, quand il termina ses études en France, il entreprit de travailler. Après ces 4 années passées à l'école de vétérinaire de Lyon, il revint à Paris, se spécialisa en zootechnie, qui est la science de l'alimentation des animaux à Sancier-de-Banton. À Paris, il faisait ses stages techniques à Juis-en-Jossa, non loin de Versailles. Et après ces stages, il accumulait les emplois en tant que vétérinaire assistant. Il finira par travailler avec un vétérinaire dans l'optique de s'associer à ce dernier. C'était un certain docteur Alix, au sein d'une clinique vétérinaire à Beaumont-les-Hôtels. C'était entre 1961 et 1962. Mais en 1963, son frère Bamamadou, dont on a dit qu'il avait une très grande influence sur lui, venant de Conakry, insista pour qu'il rentre en Guinée. Ce n'était pas son souhait, mais plutôt un ordre avec l'ultimatum de rentrer immédiatement. Dr Alice fera tout pour que Tcherno ne rentre pas en Guinée, mais rien n'y fit. Alors que Tcherno était pratiquement, mais non encore formellement associé au cabinet vétérinaire, il dut rentrer en Guinée. Sa femme Maria Diello avait des soins dentaires en cours qu'elle dut annuler, ainsi qu'un diplôme en cours de préparation auquel elle dut renoncer. Dès son retour en 1963, il sera nommé à l'OPEMA, qui était rattaché au ministère de l'économie rurale, où il coffrera les services de pêche. À ce poste, il eut pas mal de problèmes avec les femmes qui vivaient de pêche, car celles-ci ne voulaient pas respecter les normes ni les nouvelles directives inspirées de ce qui se faisait de mieux dans le secteur. Des sanctions de licenciement furent proposées contre celles qui étaient coupables de manquement à la législation, mais face aux caciques du parti qui souhaitaient voir leurs protégés épargnés, il exigea qu'elles soient toutes licenciées ou à défaut toutes conservées au sein des structures. Cela ne plut guère en haut lieu. C'est au cours de cette année, 1963, que Tchernoba fut malade. Son fils Selou était déjà né. Il fut envoyé 9 mois pour des soins en Tchécoslovaquie. À son retour, on l'envoie en mission aux États-Unis. L'année venant de finir, l'État venait de finir la construction des abattoirs nationaux. Et Tchernoba fut nommé comme directeur général des abattoirs nationaux. Il y restera jusqu'à son arrestation à l'âge de 33 ans. Là encore, je parle des abattoirs nationaux. Il lui maille à partir avec les caciques du PDG. En effet, certains dirigeants envoyaient des vaches à terme pour qu'elles abattent en guise de sacrifice. Lui, Tcherno Sabitu refusait systématiquement de sacrifier car il disait qu'il était formé pour soigner, mais pas pour abattre les animaux.
Il conservait les vaches à terme à l'insu des propriétaires, les rachetait et les remplaçait par d'autres vaches. En rachetant ces vaches à terme, il les envoyait à la ferme du kilomètre 46, qui était une propriété familiale. Mais pour cette activité, on le dénoncera. Rappelez bien, le fait d'acheter des vaches de son propre argent et de les envoyer et de les remplacer par d'autres vaches et de les envoyer dans leur ferme, il sera accusé et dénoncé aux autorités. Par ailleurs, en plus de se démêler avec les caciques du PDG à la tête de l'abattoir, il était souvent obligé de marchander et négocier pour tout avec ces derniers, et lui, il n'était pas formé, il n'avait pas un caractère pour cela. Il était rigide dans l'application des principes et des textes de loi. Tchernoba s'intéressait beaucoup à la recherche. Lorsqu'il était à l'abattoir, il avait fait venir des vaches russes à Beila. Il pensait que Beila pouvait nourrir toute la Guinée. À Beila, à Ditine et à Famoela, en forêt, dans le but de faire des inséminations artificielles ayant pour objet d'accroître la productivité de la race bovine locale, la race Ndama. Donc, comme on l'a dit, il était directeur des abattoirs de Conakry. En 1969, il est parti en mission à Dakar, mais avant de partir, il s'arrêta chez sa sœur Maïmouna Mariga pour l'informer qu'il ne reviendrait plus en Guinée. À Dakar, Abdou Diouf, dont on rappelle qu'il fut son promotionnaire au lycée, lui donna une voiture avec cocarde et lui proposa de gérer l'école vétérinaire de Dakar. Mais, étrangement, il décida subitement de revenir. Peut-être il avait des remords à vouloir abandonner son père entre les mains de ses sœurs, rappelant que sa maman mourut quand il était étudiant en 1960 en son absence. Les principaux hommes de la famille n'y seraient pas. Mamadouba était déjà à la Banque mondiale, Mamadou dont on a parlé, son frère. Il s'est peut-être dit que si son père venait à mourir, il ne serait enterré que par ses sœurs. Ce qui ne se faisait pas dans la tradition. Ainsi, contre l'avis de ses amis, de ses sœurs, il décida de revenir en Guinée. Sa disparition désorganisera considérablement la famille car il en était une pièce maîtresse. Donc rappelons brièvement ce passage qui est extrêmement important. Il alla à Dakar, il avait toutes les possibilités soutenues par Abdou Diouf qui à l'époque était un haut personnage, je ne sais pas quel poste il occupait, s'il n'était pas encore Premier ministre. En tout cas, c'était un haut personnage qui lui offrit le poste de directeur de l'école vétérinaire de Dakar. Eh bien, par amour filial, par le souci de sa famille dont on vient de parler, eh bien, il décida de retourner en Guinée, où il connaissait bien les menaces qui l'attendaient. C'est ainsi qu'il n'y coopérera pas. Le 12 février 1969 à 14h, il sera arrêté en même temps que son beau-frère, Bokar Mariga, qui est le mari de sa sœur, Dr Maïmouna Mariga Ba. À l'occasion de ce que le régime appela l'arrestation le prétexte de l'arrestation est bien entendu le faux complot Kamafo-Déba, et il fut arrêté à l'absence de sa famille. Sa famille survivra grâce aux liens familiaux. Lors de son arrestation, son fils Selou, qui était né le 4 septembre 1963 à Conakry, et sa femme, Mariama Diallo, se trouvaient au Libéria. Sa fille aînée Nima, née le 24 1960 à Lyon, était chez son homonyme Hadja Nimasso. De Libéria, Mariama Diallo et Selou iront à Daloa en Côte d'Ivoire, chez la sœur de Mariama, Fatoumata Diakité. Quant à Nima, elle sera exfiltrée de Guinée en 1970 par un cousin de son grand-père, par la route à travers le Mali jusqu'à Daloa et en Côte d'Ivoire. Ils finiront tous par rejoindre leur oncle Mamadouba, qui était à l'époque basé à Abidjan après avoir quitté la Banque mondiale. Lors de l'arrestation de Thierno Sabitou, les policiers ne laisseront rien. Son appartement à Lifan fut entièrement pillé. Il fut arrêté principalement parce qu'il était le frère de Ba Mamadou, qui était condamné à mort par contumace, et parce qu'il appartenait à un groupe d'amis avec ses beaux-frères dont le pouvoir souhaitait se débarrasser, rappelons-le, par pure jalousie animale. Tchernoba ne sera pas revu par la famille, sera revu par la famille que le 22 novembre 1970, lors de l'attaque du Camboiro par les Portugais.
Le camp fut ouvert et les prisonniers libérés rentrèrent chez eux. Lorsque les Portugais repartiront avec leurs prisonniers, les anciens détenus seront rappelés par la radio nationale et un lieu de regroupement leur sera assigné. Tchernobyl fut convoqué à la permanence de Dixine. On ne le reverra plus jamais. En 1984, lors du coup d'État des militaires et après l'ouverture de tous les camps d'emprisonnement, on saura qu'il avait été exécuté. Longtemps après, dans le livre de René Alceni Gomez, Camboiro, Parler ou périr, la famille apprendra qu'il avait été transféré à la prison de Kindia, dont il sera extrait dans la nuit du 3 janvier 1971 pour être fusillé avec ses compagnons d'infortune. Que leurs âmes reposent en paix. Ce document nous a été transféré par Baba Adi Marega, qui est le fils de Madame Maïmouna Marega et qui a recueilli, qui a compilé les données qui ont été fournies par les membres de sa famille, dont principalement la maman, et qui nous les ont fait parvenir pour rendre un hommage rapide à leurs frères. Et nous nous joignons à eux pour souhaiter que Dieu leur accorde sa miséricorde, que la Guinée leur soit reconnaissante et que nous rappelons à leur famille que c'est une perte pour nous tous, une perte pour la nation dont elle ne se remet pas. Pour terminer, je vais présenter rapidement un témoignage de de la fille de Tcherno Sabitouba, Nima. Elle nous a écrit, elle dit qu'on a arrêté mon père, j'avais 9 ans, aujourd'hui j'en ai 59. Mon frère a 56 ans. Son manque se fait toujours sentir. Rappelez-vous bien, 50 ans après, eh bien le manque est toujours là, comme nous tous. Les photos, il n'y a pas de photos de mon père avec mon petit frère qui avait 5 ans au moment de l'arrestation. Ma mère était libérée avec lui. Les militaires ont pillé et saccagé notre appartement à Lifan et ma mère avait tout perdu. Elle nous parle de ses souvenirs d'enfant. J'allais à la ferme avec son père, bien entendu. J'allais à la ferme avec mon père. Un jour, un serpent cracheur lui a craché dans les yeux. Il a réussi à nous conduire à la maison. Tout le monde était étonné qu'il ait pu le faire, car il paraît que c'est très douloureux. Avant son arrestation, lors d'un voyage, il m'avait apporté une poupée miniature avec des accessoires. J'adorais ce jouet. Et lors de ma fuite, Kao Abdul, le cousin de mon grand-père, me disait de les cacher dans le camion qui nous transportait et surtout de ne pas parler français, car on pouvait se faire repérer et donc se faire dénoncer. Je me souviens aussi des parties de cartes qu'il faisait avec ses beaux-frères et ses amis. Je me souviens de la fumée, du bruit qu'il faisait en parlant, en rigolant. Ces parties duraient des heures. Nous avions un chien berger allemand qui s'appelait Lork. C'était le chien de mon père, son fidèle compagnon. Après l'arrestation, il reniflait nos affaires et pleurait, car je me suis retrouvé seul. Quand je me suis retrouvé toute seule, j'allais habiter chez mon homonyme Adjani Masso, qui habitait à Ratoma, avec Lork, qui était son compagnon de jeu, qui était mon compagnon de jeu et mon protecteur. À Ratoma, je me promenais avec Lork dans le quartier. Un jour, un petit garçon a voulu me taper et Lork m'a défendu. Il mordit le petit garçon. Ce que mes tantes m'ont dit au fil des années, mon père aimait sa famille et s'en occupait. C'était une personne entière, responsable, qui pouvait avoir de grandes colères, mais poser aussi des actes qui ont marqué des gens. Il avait fait de brillantes études à l'école vétérinaire à Lyon. Il avait la possibilité de reprendre un cabinet vétérinaire, mais son grand frère lui demanda de rentrer pour participer à la construction du pays. Aujourd'hui encore à Dingirai, des gens parlent avec affection et admiration de lui. Dans notre village à Helaya, il a de nombreux jeunes homonymes, bien qu'il ait disparu depuis 50 ans. Eh bien, je vous remercie. Je vous donne la parole sur ce témoignage émouvant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre exposé, qui est vraiment, comme vous l'avez dit, émouvant. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au panel de la Commission centrale de Portal Fibantan Portal Diallo. Monsieur Lamine Diallo, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole pour vos contributions.
D'accord, merci beaucoup. J'écoute. J'ai écouté aussi avec tristesse parce que je connais très bien la famille des enfants de M. Madani Sabitou. Mais avant de commencer, je vais d'abord remercier Bachir pour l'exposé, cet exposé-là, et pour toutes les recherches que nous avons dû faire avec la famille pour avoir ces informations. Et je remercie aussi en passant l'équipe de Fréquence Ganda, comme toujours, et je salue tous les auditeurs de cette radio. Donc, comme je disais, je connais très bien la famille de M. Madame Tcherno Sabitouba, parce que d'abord, nous sommes du côté de leur maman et du côté de ma maman, nous sommes des cousins. Et en plus, mon père a servi avec le père de Madame Marega et aussi le père de Dr Tcherno, M. Madani Sabitou, qui est l'un des premiers enseignants de la Guinée. Ils ont servi ensemble à Boké, où le père de Tcherno, Dr Tchernoba, M. Madani Sabitou était le directeur de l'école et mon père enseignait là-bas. Et donc, quand on a affecté mon père de Boké à Dingirai, M. Madani Sabitou lui a confié 2 de ses enfants, dont Bamamadou, le frère aîné de Dr Tchernoba. Donc, c'est à Dingirai que mon père s'est marié à ma maman. Donc, ma maman est tout couleur de Dingirai et c'est la cousine de la maman de Bamamadou et de Madame Marega et de Dr Madani, de Dr Tchernoba. Donc, c'est une famille que je connais bien et à Conakry aussi, nous étions voisins. Quand ils ont arrêté Dr Marega, nous avons dit ici que Mme Marega a transféré à la cité des docteurs à Donka et nous étions voisins avec le mur qui nous séparait. Parce que nous, notre concession était juste apposée à la cité des médecins de Donka. Donc, de là, comme c'était cette période difficile des années 60, des années 70, c'est de là que je suis allé à Abidjan. Et Bachir a indiqué que quand on a arrêté Dr Tcherno, sa femme était au Libéria. Donc elle a continué sur Abidjan où elle est restée avec sa sœur, Mme Diakité, qui était enseignante. Et après, elle a transféré à Abidjan sur Bamamadou. Quand Bamamadou est revenu à Abidjan où il dirigeait une compagnie qui s'appelait Lato. Donc, moi aussi, avec le temps, je me suis faufilé par les frontières. Je me suis retrouvé à Abidjan. Je me suis inscrit à l'université d'Abidjan et j'étais à la cité Cocody. Et la femme de Dr Tcherno n'habitait pas loin. Elle était à la cité là-bas, à Cocody. Et Mme Marega aussi était là. Et donc, j'allais souvent leur rendre visite. Et ils se sont aussi bien occupés, elles se sont bien occupées de moi parce que, comme je le disais dans la mission en Poula, les week-ends, soit j'empruntais la voiture de Mariamba, la femme de Dr Tcherno, ou j'empruntais la voiture de Mme Marega pour aller en ville, passer le week-end, danser avec les amis et tout ça. À l'époque, effectivement, Nima, la fille de Dr Tcherno, et Sello, son fils, était très jeune. Mais Sello ressemble beaucoup à son père. Quand vous regardez la photo de son père, Sello, c'est son père craché. Nima aussi était une petite fille très coquette à l'époque.
très jeunes, très coquettes, tous des traits très fins. Et franchement, la femme, Madame Mariamba, la femme de Dr. Chen, était une femme très brave. Elle travaillait à les services de santé, elle était infirmière. Et elle a élevé ses enfants avec le support naturellement aussi de moral et au début même matériel de Bama Madou qui était là. Et ils vivaient en famille, comme toutes les familles d'exilés qui étaient là-bas. Madame Mariga était là aussi. Elle est pharmacienne, donc elle travaillait pour élever ses enfants. Donc, c'est dans ces conditions-là que tout ça s'est passé. Comme Bajir l'a indiqué, on a arrêté Dr. Tcherno tout simplement parce que il est le frère de Bama Madou et le beau-frère de Dr. Marega. Et on avait arrêté Dr. Marega parce que Dr. Marega était pratiquement le frère adoptif de Kamandjabi. Donc, quand ils ont inventé le complot des militaires qu'ils ont appelé aussi complot Kamandjabi, et ils ont arrêté Kama, ils sont allés arrêter son frère adoptif, Dr. Marega. Sinon, ce monsieur n'était pas mêlé à la politique, c'était un médecin. Il travaillait à l'hôpital Tonka. Et comme Dr. Tcherno, qui était un vétérinaire, ils n'ont jamais fait de la politique en Guinée, ils ne se sont jamais mêlés de quoi que ce soit là-bas. Mais c'est sachant que Dr. Marega et Kamandjabi ont grandi comme des frères, le père de Dr. Marega, on appelait Fodé Marega, a pris Kaman quand il avait 5 ans et il l'a élevé. Donc, ils ont grandi ensemble. Kaman, d'ailleurs, était le témoin de Dr. Marega à leur mariage. La photo, d'ailleurs, existait sur le site Camboiro, Point Morgue. Vous pouvez voir là-bas la cérémonie de mariage où Kaman était le témoin de Dr. Marega. Donc, ils les ont arrêtés tout simplement parce que pratiquement ils sont de la même famille. Et c'est un régime qui fonctionne comme celui de la Corée du Nord. Quand on t'arrête, on arrête tous les membres de ta famille. Donc, c'est comme ça qu'ils ont mis la main sur Dr. Tcherno, un monsieur innocent, jeune, 33 ans, qui n'a jamais fait de la politique, qui ne s'occupait que de son boulot. On l'a arrêté, on l'a fait disparaître. Ce qui est tragique dans ça, c'est que les gens qui l'ont arrêté, c'est Sékou Touré et Ismaël Touré, ont été supportés matériellement par le père de Dr. Marega. On a dit ici dans l'émission de choses que Dr. Marega et Ismaël Touré dormaient dans le même lit. Quand on a arrêté le père d'Ismaël Touré pour vol et banditisme, et on l'a exilé avec interdiction de revenir en Guinée, il a été recueilli par la famille par le vieux Fodé Marega et élevé dans cette famille. Donc, c'est des gens qui les ont rendu des services énormes. Et même en France, en lisant le livre de Madame Marega, en France, c'est Dr. Marega et sa femme qui ont été pratiquement les tuteurs d'Ismaël Touré, parce qu'il était un chômeur en France, il avait échoué à l'école, donc c'est cette famille-là qui le supportait. Et bien, ils étaient jeunes, venaient de se marier, mais comme Dr. Marega était interne et ils subvenaient à leurs besoins, ils ont beaucoup épaulé Ismaël Touré. Et nous avons dit ici aussi que c'est le père de Dr. Marega qui a récupéré Sékou Touré quand il était gamin et quand on l'avait vidé de l'école, pour aller l'aider à intégrer l'école des apprentis de Conakry. C'est comme ça qu'il est allé à Conakry. Bon, franchement, je ne comprends pas la haine et les raisons de la destruction de cette famille-là par le régime de Sékou Touré. Sinon par simple méchanceté et par
le désir de tout contrôler en Guinée et d'éliminer toutes les personnes qui les connaissaient quand ils n'étaient rien. Donc, c'est ça. Alors que dans certaines conditions, les personnes qui t'ont aidé dans la vie, toi aussi, si jamais tu réussis, tu es reconnaissant aux gens-là. Mais ce n'est pas le cas de ces gens-là. C'est une famille de sanguinaires et qui n'ont que de solution que tuer les gens. Donc, nous avons fait ici suffisamment d'émissions sur les cadres et les entrepreneurs qui ont été arrêtés et assassiné par ce régime-là. Donc, Dr Tcherno a été victime de ça. C'est ce que les Anglais appellent guilt par association. Tu es coupable parce que tu es associé à telle personne qu'on a arrêtée ou qu'on veut détruire, et toi aussi on te détruit parce que tu as ces affinités familiales là, avec cette personne. Et on ne l'a jamais dit pourquoi on l'a arrêté. On n'a jamais eu de chef d'accusation. On n'a jamais dit qu'il a fait ceci ou cela. Ils l'ont tout simplement fait disparaître. Hein? Et comme tous les autres prisonniers qui ont disparu au Camboiro, ils n'ont pas laissé de traces. On n'a pas informé leur famille qu'ils sont morts. Rien, pour qu'au moins leurs femmes, leurs épouses fassent leur veuvage. Hein? Rien. Ils se taisent là-dessus, ils tuent les gens et ils ne disent rien. Après, c'était là, comme si c'est une personne qui avait disparu. Et tu n'as aucune nouvelle. Donc, les familles restent comme ça, dans l'inquiétude totale, ne sachant pas ce que leurs parents, leurs époux, leur père ou leur maman ou d'autres sont devenus. Donc, c'est un régime extrêmement cruel. Par-dessus le fait qu'ils arrêtent les gens arbitrairement, c'est la cruauté avec laquelle ils font disparaître les gens. Et après, ils s'acharnent sur les familles. Ils vont vider les familles de leur habitation. Ils les jettent dans la rue avec l'espoir que ces gens-là vont mourir de faim. Parce que si tu viens et tu confies tous les biens de quelqu'un, tu jettes la famille dehors, c'est ce que tu veux. Tu veux qu'ils soient des gens qui errent comme ça, comme des sans-domicile. Donc, le plus souvent, ils sont recueillis dans d'autres familles. Et la solidarité familiale étant ce qu'elle est en Afrique, et particulièrement en Guinée, c'est grâce aux familles qu'ils ont pu survivre un peu jusqu'à ce qu'ils puissent quitter la Guinée. Donc, c'est ce qui s'est passé avec ce régime-là. Et franchement, on ne cessera jamais de dire combien le régime de Sékou Touré a coûté à la Guinée. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ces malheurs nous poursuivent et que nous avons des gens comme Alpha Condé comme président de la Guinée. C'est cette culture de la médiocrité. Parce qu'on a détruit les cadres, on a détruit les entrepreneurs, on a détruit l'éducation en Guinée, on a détruit l'agriculture en Guinée, on a détruit l'élevage en Guinée. Et on se retrouve maintenant avec des médiocres au sommet. C'est ce que nous avons aujourd'hui et cette tragédie nous poursuit jusqu'à nos jours. Ce pays n'arrive pas à se relever de cette catastrophe, de cette période du régime de Sékou Touré. Et notre lutte doit toujours être pour la construction d'un état de droit en Guinée. Parce que c'est ça d'abord le début. Il faut rétablir les droits de l'homme, les droits de la personne, de la dignité humaine, de la dignité de l'individu. Ce qu'on doit rétablir dans ce pays avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que nous avons des voyous et des médiocres au pouvoir qui sont sans scrupules, qui ne respectent aucune parole, qui tuent et violent quand cela doit leur permettre de rester au pouvoir. Donc c'est ce combat-là dans lequel nous sommes engagés en tant qu'organisation. Notre organisation Portal Fibantal Fouta Djallon est engagée dans ce combat. D'abord combat basé sur ce que nous savons, sur ce qui s'est passé en Guinée,
sommes ancrés dans cette histoire-là. C'est de là-bas, c'est la compréhension de cette histoire qui nous motive dans notre combat. Donc nous allons poursuivre ce combat. Et nous serons sans état d'âme, nous n'avons d'amis que la vérité et le droit. C'est ça notre ami. Et nous nous reposons sur le bon Dieu et sa volonté. C'est lui seul qui sait, et qui sait lire dans le cœur des gens, qui sait s'ils ont de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Donc notre combat est un combat pour le respect de la dignité de l'individu. Nous n'allons jamais parler de peuple ici parce que c'est un mot utilisé pour tout. Parlons du droit de l'individu, de la personne humaine. C'est tout. Donc je vous remercie. Je remercie encore cette organisation-là, Total Fibantal Fouta Djallon, et tous ses membres qui, je sais partout, ils se battent toujours pour l'avènement d'un état de droit en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Lamine Diallo. Merci pour votre leadership à la tête de cette organisation, dont vous rappelez la mission, c'est-à-dire restaurer la dignité humaine en République de Guinée. Nous savons tous que cette dignité a vraiment été entachée sous le régime de Sékou Touré et sous le régime successeur de Sékou Touré. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole nous allons rester dans le panel de la commission centrale de Total Fibantal Fouta Djallon. Donc, M. Thierno Ibrahima Diallo, vous avez la parole pour vos contributions. Je vous remercie, M. Barry. Je félicite la commission centrale de Total Fibantal Fouta Djallon. L'effort que cette organisation fournit pour informer les générations actuelles et les générations futures sur ce régime cruel, indescriptible. Donc, nous ne finirons jamais de découvrir combien de fois le régime de Sékou Touré a été réellement nuisible à l'existence de notre pays, la République de Guinée. Donc, je pense que moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup sur Monsieur Dr Tchernoba, mais c'est que je connaissais beaucoup de Bama Madou, de Madame Marega et de Dr Marega. Bon, et c'est très dommage. Plus on pense, plus on se pose des questions. Pourquoi une haine si profonde à l'endroit d'une famille aussi digne et aussi innocente? C'est-à-dire qu'on ne finit jamais de se poser des questions-là. Là, quand on pense que combien de veuves Sékou Touré a laissé, et combien d'orphelins Sékou Touré a laissé, quand la fille de Dr Tcherno dit que elle avait combien d'années elle avait en ce temps, et que maintenant elle a 59 ans, et que son jeune frère avait combien d'années. C'est très dommage. On devient adulte et on continue à penser au passé très triste de son parent. C'est vraiment dommage. Et lorsque l'enfant a besoin d'être entouré d'affection et d'aide, c'est en ce temps qu'on enlève le parent. Par exemple, pour les deux enfants-là, on enlève leur père inutilement, cependant que lui-là, il ne s'était mêlé à aucune activité politique, et je suis sûr et certain qu'il n'en avait pas l'intention. Il n'avait aucun projet politique. Lui, c'est un homme professionnel qui aimait son pays et qui aimait sa famille. Donc,
Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, sauf que les générations actuelles doivent prendre l'exemple sur ça et savoir que c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et depuis avant 1958 même, c'est le même problème. Les agissements des mêmes individus. Sékou Touré était un homme réellement violent. Et surtout, il était extrêmement cruel. Et il n'avait aucun grain de sentiment, de pitié pour un être humain. Sinon, moi, par exemple, personnellement, si je travaille avec un Chinois, même 2 jours, je suis incapable de lui faire du mal. Même un animal. Si je reste avec l'animal quelques jours, je serai incapable de faire du mal à cet animal, à plus forte raison un être humain. Comment, on se demande, comment Dieu avait créé des individus pareils, aussi cruels que l'on ne peut imaginer. So, quand on pense que les parents de Dr Marega ont entretenu Ismaïl et Sékou Touré, et que les deux là se retournent contre la famille, cette famille, les enfants de ce père qui les a aidés, pendant que leur père était un voleur, condamné, emprisonné et interdit de retour en Guinée, et que il paye les enfants là avec cette ingratitude. Alors là, c'est réellement incroyable. Je pense que c'est ce qui continue, bien entendu, jusqu'aujourd'hui, et que les régimes successifs ont montré que eux tous, ils sont presque les mêmes, à la petite différence d'agissement, de torture ou de quoi, sinon ils sont tous cruels. Quand on voit que le régime actuel, par exemple, il tire à bout portant sur nos enfants. À bout portant, regardez un enfant de moins de 20 ans, tirer sur lui, le tuer carrément, ça c'est inimaginable, c'est incroyable à notre temps. Mais, et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors, je prie tous les jours Dieu de venir au secours de la Guinée maintenant pour que l'on puisse se débarrasser de ce passé extrêmement sombre. Ça, c'est ma contribution pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole au panel de Radio Ganda. Ella Senkarela et El Haj Ibrahima de Boston. Vous passez la parole. Merci. Je pense que nous n'avons pas grand-chose à dire puisque je ne connaissais pas Dr Ba. C'est El Haj Ibrahima qui m'en a parlé un peu. Et je vais laisser la parole à El Haj Ibrahima qui le connaît très bien. Bonsoir, merci Elhaj Sankarela. Bonsoir, la commission centrale de Portage Mental, et merci encore de faire face à ce défi qui consiste à faire connaître la bonne génération, la nouvelle génération, le passé récent de la Guinée, qui est complètement modifié, qui est complètement distorsionné, qui est complètement endolori par le mensonge. Et merci encore pour tout ce travail que vous faites, tout ce temps que vous prenez. Ce n'est pas seulement à la jeune génération, même les fervents du PDG ne comprenaient pas le pourquoi de certains événements. Merci de votre temps et de la clarification que vous apportez à ces lacunes.
Mes frères et sœurs, bonsoir. Docteur Bacherno, ça habite. Il y a des souvenirs, je dirais bien vagues, bien entendu, mais quand même de très beaux souvenirs. Ce jeune homme, avec ses lunettes, que tu voyais, avec un air, pas question de sympathie, mais tu sentais l'intellectuel. C'est un intellectuel que tu voyais à travers lui. Et les souvenirs aussi que j'ai de lui, c'est à la ferme, justement, la plantation Gabo, ferme du kilomètre 66, sur la route de Mafraya. Et c'est cette ferme qui alimentait, qui approvisionnait l'hôtel Kamen, l'hôtel Bessia et l'hôtel de France, à l'époque, en poulet de chair, en lait pour faire le yaourt, parce que le yogourt, on le faisait sur place à l'hôtel de France et à l'hôtel Kamen, et les œufs, surtout les œufs. Et c'est cette ferme qui avait été nationalisée et mise entre les mains des Palestiniens. Beaucoup se rappelleront qu'au carrefour Bissigui, Niger, il y avait une boutique qui avait été remise aux Palestiniens qu'on appelait Samed. Et c'est ce qui faisait vivre en partie l'ambassade de Palestine et d'autres Palestiniens à Conakry. Les meilleurs souvenirs que j'ai de Dr Bacherno, c'est à travers ses enfants, Nima et Sellou, que j'ai connus en Guinée avant leur départ pour la Côte d'Ivoire et que j'ai retrouvés en Côte d'Ivoire. Et au redressement, nous nous sommes retrouvés encore en Guinée et le courant passe toujours bien. Un intellectuel, beaucoup ont donné des exemples. Ce que M. Bachir a eu à nous donner est suffisant. Et aussi tellement gentil qu'il y a un qui a voulu l'immortaliser en donnant le nom de Dr Bacher dans son fils. C'est son neveu, M. Madanisso. Et la mère de l'enfant n'est personne d'autre que Mme Hawa Dramé. Alors, la famille Sabitou de Dingirai a effectivement connu beaucoup de peine à travers ce régime. Les enfants, les beaux enfants à travers Dr Mariga, et donc M. Dia qui était obligé de quitter très tôt, ce fonctionnaire international de la FAO, etc., etc. Et Nimasso qui avait comme protecteur son chien, l'orque, quelque chose d'inoubliable. Lorsque son père a été arrêté, elle était chez sa tante, homonyme et tante, Yanima, Madame Sof. Yanima, comme toujours, comme tout parent et enfant, elle a voulu corriger son homonyme Nima, mais l'orque s'est interposé. Et l'orque n'est rien d'autre qu'un gros berger allemand. Et croyez-moi, de bonne taille, de belle taille. Et Yanima n'est pas si grande non plus. Heureusement, Bamamadou, la femme de Dr Bacherno et toute la famille ont pu joindre, avec la bénédiction de Dieu, conjuguer les efforts, élever tous ses enfants. Nima est marié, c'est le à la Banque centrale de Guinée. Mais là encore, Dr Bacherno, c'est une autre perte que nous avons eue là. Selon sa déposition que j'ai entendu dire qu'il était simplement témoin d'une conversation entre Dr Mariga et Bamamadou. Ils revenaient de la ferme. Quand est-ce qu'ils vont passer à l'action? Ou encore que de Dakar, Madame Kaman aurait remis un colis à Kamandiavi en lui disant, donc on attend toujours, donc ils n'ont qu'à se presser pour la chose, etc., etc. Voilà ce qu'on lui a fait dire. Et comme d'habitude, heureusement que beaucoup ont écrit et heureusement que beaucoup avaient eu à raconter. Alors je vais m'arrêter là. C'est avec la peine que je parle de ces messieurs.
Encore. Merci encore pour ton suivantal. Merci, merci Elage. Elage Sankara, je ne sais pas si vous voyez Baïlo de la France. Si vous voyez son micro, vous pouvez lui ouvrir son téléphone et lui passer la parole. Ou bien s'il y a des intervenants que vous voyez, avant de passer aux séries de questions-réponses. Non, passez à la suite. C'est si je vois, je vais ouvrir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors, comme on le dit souvent, il est difficile de faire un jugement exact sur les dégâts causés à la Guinée par le régime de Sékou Touré. Parce que, comme on le sait souvent, toute famille quand même qui arrivait à assurer l'éducation de ses enfants, disons implicitement, et envoyer ses enfants ou bien aller souvent à la boucherie, aller immédiatement à la boucherie comme les successeurs de Sékou Touré aiment à le dire, à la boucherie. C'est envoyer les enfants à la boucherie. Et ça, c'est de plusieurs manières. Quand nous parlons de Dr Thierno, nous avons vu quand même comment sa famille a évolué, comment sa famille a réussi à préparer ses enfants à être des citoyens capables de contribuer au développement de notre pays. Donc, inutile de dire que cette famille a été persécutée. Et maintenant, les problèmes ne se sont pas arrêtés seulement à la mort ou à la condamnation des frères Ba, des frères et des sœurs Ba. Mais il faut voir encore les enfants. Mais au-delà, il faut voir toute la Guinée aujourd'hui qui paye. Donc, je voudrais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui explique la haine de Sékou Touré et de son clan pour la Guinée, ou bien c'est seulement de la cruauté? À moi que vous posez la question? Oui. Ah, on a expliqué, il y a des gens, quel que soit le degré d'honneur qu'on leur donne, ils traînent des maladies infantiles qu'ils n'arrivent pas à soigner. Ils ne se rappellent que de ce qui, ils pensent, leur a été fait de mauvais, sans pouvoir d'ailleurs définir une responsabilité. Sinon, un homme normal qui a eu les chances qu'il a eues, qui a échappé à être un pauvre berger grâce au général Noumandian qu'il tuera plus tard, et qui a, par la conjonction de l'histoire, malgré ses tares individuels, eh bien, a été promis par les intellectuels en mal de héros contre la France colonialiste en héros, lorsqu'il était une prostituée, une sorte de prostituée avec un gouverneur blanc, aurait eu un peu de remords pour remercier Dieu et dire, bon, Dieu, malgré tout ça, tu m'as accordé cette grâce. Mais c'est en cela qu'on identifie un vrai cafre. Quel que soit ce que Dieu lui donne, il fait focus sur le peu qu'il pense ne pas avoir eu. C'est des gens qui n'ont aucune humanité en eux, aucune. Ils n'ont d'humain que la forme. C'est des gens qui doivent être dans toute société pour qu'elle fonctionne. Si on les identifie très rapidement, et même si on soupçonne, si on les soupçonne d'être comme ça, il faut les écarter du pouvoir. Si on les identifie, il faut les liquider. C'est un prix à payer pour toute société pour qu'elle soit viable. Mais ils ont l'art et la manière de mentir, de tricher, de se prostituer pour avoir ce qu'ils veulent. Mais le plus ils ont,
le moins ils sont contents. C'est une forme d'aberration humaine qui est difficile à cerner parce que on reste toujours avec la naïveté qu'il y a un fond humain, tout individu qui a 2 pieds et qui marche et qui a la forme, mais c'est pas le cas. L'humanité, c'est quelque chose qu'on acquiert, quelque chose qui est inculqué. Si on ne l'entretient pas et si on ne se protège pas contre les vipères à forme humaine qui se baladent dans notre société, eh bien, on reste là à leur merci. Ce qui arrive à la Guinée, on a toujours cette naïveté de croire que tout le monde est frères et sœurs des formules bidons. C'est pas le cas. Il faut qu'on apprenne à bien serrer, même si on ne va pas pousser la cruauté jusqu'à éliminer des gens, mais qu'on garde sérieusement les portes d'accès au pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est de la violence légalisée. Ce n'est que ça le pouvoir. Mais si on le donne à des canailles ou à des gens qui ont des tares, on s'expose. Donc c'est la leçon à tirer des gens du règne de Sékou Touré. Qu'on garde sérieusement, qu'on série, qu'on filtre l'accès à ce pouvoir. Mais on n'a jamais su faire ça parce qu'il est venu, il a liquidé, il a instauré une atmosphère de laisser aller où les gens vivent en mode survie, où toute préoccupation est jugée comme étant un excès. Eh bien, on continue à en subir les effets. Mais nous sommes réunis, nous faisons ces réunions et ces débats pour justement ouvrir l'esprit des gens à faire extrêmement attention. La négligence est extrêmement dangereuse. Donc, ce n'est pas des hommes à tolérer. S'ils n'ont pas fait de mal, on les surveille, on les tient à l'écart. S'ils font du mal, il faut les liquider. Ce n'est pas des humains. C'est des hommes dans la forme, mais ils n'ont rien d'humain. Merci. Merci, M. Ba. Il y a qui encore veut intervenir sur ce sujet-là? On va passer à la... Je voudrais bien rajouter quelque chose. Allez-y. Merci encore. C'est-à-dire que M. Bachir a expliqué, personnellement, j'ai compris. Mais pour un certain niveau, je crois que, j'ai l'habitude de le dire, Sékou Touré est un accident de l'histoire. Un accident de l'histoire, de la même façon que Hitler est un accident de l'histoire. Et Hitler, pour commencer, il décrit la communauté allemande, la race aryenne, qui est tout à fait l'opposé de ce que lui, qui se réclame germanique, est. Il n'est pas blanc, il parle du blanc, il n'a pas des yeux bleus, il parle des yeux bleus pour la race aryenne. De la même façon qu'il a été un accident de l'histoire, Sékou Touré en est un. Donc, le Guinéen comprend le niveau de dire que c'est un négri social. Ça, c'est pour faire comprendre que ce que M. Bachir a dit, des gens qui traînent des petits souvenirs douloureux d'enfance et ils croient que c'est toujours ça qui compte. Quelque chose qui est enfoui en eux, mais qui ne peut pas gérer ni justifier. Là, ils deviennent méchants contre l'espèce humaine. Il y a une misogynie qui naît en eux. C'est des choses qui arrivent, mais c'est vraiment dommage que ça soit à notre génération. Mais il y en a eu. C'est ce que je voulais rajouter rapidement. Merci. Monsieur Ba, vous venez de parler de négligence dans la survivance d'état du système Sékou Touré que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Quel lien pensez-vous existe entre cette négligence et la culture de l'impunité? Et si vous êtes d'accord qu'il y a cette culture de l'impunité en Guinée actuellement, pouvons-nous établir les responsabilités dans le maintien de cette culture d'impunité en Guinée? Il y a plusieurs angles d'attaque qu'il faut pour aborder ces problèmes complexes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir, c'est de la violence légalisée. On confie la violence nécessaire pour contenir la société à des gens, mais on leur inculque des règles absolument rigides,
à ne pas dépasser. Mais dès qu'on réduit ces règles, et en Guinée, Sékou Touré a été assez astucieux, sachant qu'il était incapable de vivre dans une société normale. Parce que dans toute société normale, le chef est transparent. On le juge, on sait, même s'il essaie de le cacher, les résultats sont connus. Mais connaissant au fond de lui-même qu'il était incapable même de comprendre les choses, eh bien, il se lança dans une forme d'imposture culturelle en se faisant passer pour savant. Et on se rappelle ici quand on a fait l'émission sur Cabral, l'envie qu'il avait sur Cabral, c'est que Cabral était un intellectuel pur en plus d'être un militant et un combattant. Il écrivait des livres qui étaient accueillis, qui étaient enseignés. De Charabia, de Sékou Touré, donc il en a voulu, donc cet art, au lieu de les améliorer, il les a masqués. Et en les masquant, il a voulu instaurer la médiocrité en promotant les médiocres pour l'aider à détruire le peu d'intelligentsia qu'on avait, le peu de règles, le peu de noblesse. Et ils se sont adonnés. Donc, c'est à partir de là, du moment que les médiocres ont accès au pouvoir et que les gens nobles se replient sur des modes défensifs, l'impunité devient la règle. Ils n'ont plus peur de rien. La justice est totalement saccagée. Et ça a été graduel. En 1963, Sékou Touré interdit le métier d'avocat libre. Les avocats devaient être des fonctionnaires payés par l'État. Les gens ont laissé faire. Bon, alors qu'on sait tous les combats qu'il a fallu pour avoir des avocats indépendants, des professeurs libéraux dans les autres pays. Parce qu'on sait que sinon... Donc il y a plusieurs angles d'attaque, mais au bout du compte, le fait d'avoir accepté les premières violences de Sékou Touré, de s'être résigné, et ce ne sont même pas que les gens sont résignés, les gens se sont laissés prendre au piège de la fraternité. Sinon, que les Bari Jawad et les Bari 3 qui se sont battus contre lui acceptent de venir servir dans son gouvernement, c'est au nom de cette idéologie africaniste comme quoi les Africains sont tous des frères, que les mauvais sont les Blancs. Et ça, c'est absolument faux. Il faut qu'on arrête de nous mentir. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société sans conflit. Et qu'on accepte de mettre ces conflits et qu'on mette des mécanismes pour les gérer. Sinon, on laisse totalement la porte ouverte. Les criminels sont capables de justifier n'importe quel leur crime. Et ils sont capables de les masquer. Donc, le jeu de la fraternité, le jeu de la médiocrité devait mener nécessairement au repli des gens, parce qu'ils sont laissés prendre dans le piège de la fraternité. Vous voulez construire une nation, on dit bon, mes ambitions ne comptent pas, c'est les Blancs qui étaient mauvais, ils sont partis, maintenant on a la voie libre pour construire un nouveau pays. Ce qui est absolument une tâche absolument impossible, presque impossible, gargantuesque. Donc il faut qu'on comprenne très bien les complexités de l'histoire. Les enjeux sont extrêmement vicieux, parce qu'ils se présentent sous des formes innocentes. Et dès que tu tombes là-dedans, tu es à la merci de gens qui sont sans pitié, eh bien, tu deviens une victime. Je vous remercie. Merci, M. Ba. Ok, la question suivante, je voudrais quand même parler un peu d'actualité. Aujourd'hui, quand on parle de troisième mandat de Alpha Condé, et je crois que nous tous, nous avons suivi la façon dont Alpha Condé accédait au pouvoir. Et je crois qu'on aurait pu parler de mandat si Alpha Condé avait gagné des élections, disons, libres et transparentes, crédibles. Mais nous avons tous suivi comment il a accepté et comment il a accédé au pouvoir. Et on continue à lui dire, bon voilà, normalement, il ne doit pas avoir plus de troisième mandat. Selon vous, comment pensez-vous que comment la Guinée s'explique face au monde extérieur actuellement, face à la logique universelle, quand on n'arrive même pas à accepter un fait accompli jusqu'à présent, comme l'avènement d'Alpha Condé, et aujourd'hui encore on devient, disons, docile, tous les Guinéens, à accepter son dictat en le priant de quitter
qu'il va rentrer dans l'histoire, il va sortir dans l'histoire par la grande porte. Comment expliquez-vous ça? C'est toujours les séquelles du système de Sékou Touré, ou bien il y a maintenant une certaine responsabilité que nous devons endosser en tant que génération, et une responsabilité que nous devons reconnaître vis-à-vis des générations futures, ou bien c'est toujours la négligence dont vous parlez? Il n'y a pas que la négligence, il y a des causes physiques. Bon, il y a la répression, les effets de la répression de Sékou Touré. Quand le tiers de la population fuit un pays, et il est fort à parier que parmi ce tiers, il y a environ 70% des gens qui sont les plus déterminés de cette société. Ils savent, ils sont capables, ils savent, ils ont envie de réussir quelque part, ils ne veulent pas se soumettre au dictat, n'ayant pas les moyens, la résistance a été écrasée depuis très longtemps, et bien ils fuient. Donc ça fait la place à ceux qui étaient résignés. La plupart d'entre eux étaient résignés, même si individuellement ils s'étaient révoltés, mais bon, il n'y avait plus de possibilité de coaguler les mécontentements en faire des formes de résistance. À partir de ce moment-là, la seule façon de vivre, c'était de se plier. Et quand on se plie tout, on devient pliable. Et quand on devient pliable, eh bien, on laisse passer beaucoup de choses. On n'a plus cette alerte mentale qui dit que, attention, il a posé un jalon ici, ça peut se traduire par ça. Eh bien, et on joue le jeu après de l'évitement en disant ouais, on est tous Guinéens, on est frères et sœurs, sauf qu'on sait que c'est absolument faux. Parce qu'on sait que les Blancs ont moins tué que les Sékou Touré et depuis ceux qui ont succédé en Guinée. Mais on continue toujours à dire, rejeter le tort aux autres. Eh bien, ce jeu de dupe des héritiers de Sékou Touré qui sont des cadres, qui sont totalement marqués par la violence extrêmement féroce du régime de Sékou Touré, ils la véhiculent toujours sans s'en rendre compte. Bon, ils le savent en aparté, mais en public, ils ne veulent pas l'admettre parce que ce serait admettre des tares extrêmement profondes. Donc, c'est à nous de pousser pour que les gens la comprennent, que quand on dénonce leur comportement, leur malléabilité, le fait qu'ils acceptent de se plier, de se laisser doubler et qu'ils tombent toujours dans le piège des petites attractions qu'on leur donne, des facéties du pouvoir, eh bien, c'est pour le bonheur, c'est pour la sortie de notre pays de l'ornière dans lequel Sékou Touré l'a laissé, dans laquelle Sékou Touré l'a laissé. Ce n'est pas, mais le fait est que, vu que le débat n'est pas possible, ils sont toujours sur la défensive, quand tu arrives de l'extérieur, tu leur parles, c'est parce que tu viens des États-Unis ou de la France, ou bien tu crois que tu es mieux qu'eux. Ils savent personnellement qu'ils ont été formés dans une école bâclée. Ils refusent même d'admettre ça. Alors que le premier pas pour faire des progrès, c'est de dire, bon, on m'a bourré la tête, on m'a menti, on m'a fait avaler des mensonges, on m'a mal formé, mais vu que je suis un homme intelligent, issu de traditions culturelles extrêmement profondes, je peux remédier à ça. Mais le système complexuel que Sékou Touré a créé, la société, ce qu'il appelait l'homme nouveau, eh bien, il est toujours là. Et si la Guinée n'apprend pas à se débarrasser de ça, c'est extrêmement difficile qu'on débat parce que ça touche à des frères à nous, à des sœurs à nous. Dès que tu soulèves ce débat, tu leur dis d'accepter qu'on les a médiocrisés, ils vont se révolter. Et si tu les laisses parler, ils vont te dire eux-mêmes qu'on les a abattus. Mais dès que tu en parles, toi, qui viens de l'extérieur, par exemple, eh bien, ça devient notre débat. Mais il faut qu'on pose ce débat clairement, qu'on sache que l'héritage de Sékou Touré survit à travers ses comportements et que s'il s'en déface et que nous engageons un débat, et ce débat peut être structuré de façon très très poussée en faisant des conférences nationales, des colloques sur l'héritage de Sékou Touré. C'est par ces approches multiples qu'on arrivera à poser ces jalons que les gens acceptent qu'on les a maintenus dans une nuit et qu'on les a empêchés de voir. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bêtes, mais c'est parce qu'on les a empêchés de voir. Eh bien, à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut approcher ces complexes de notre société qu'on refuse de cerner. Et si on fait de la fuite en avant, eh bien, après, on se dit, ouais, si un jour celui-ci part, celui qui va arriver sera mieux. Ça n'a jamais été le cas. Si Alpha Condé meurt aujourd'hui, les chances qu'on a, c'est 2.
c'est que Damaro devient président s'il y a une pression internationale forte, dont je doute, l'armée va prendre le pouvoir, on va les acclamer, des petits lieutenants, et bien le système va continuer à tourner. Et on a empêché la jonction entre les forces de l'extérieur et celles de l'intérieur, qui sont les seuls capables de changer la Guinée. Si on ne fait pas cette jonction-là, eh bien on restera à broyer l'héritage que Sékou Touré nous a laissé. Il faut à tout prix qu'on fasse cette jonction, qu'on explique aux gens, qu'on soit patient, qu'on soit pédagogue, qu'on explique, même si on se trompe de langage, qu'on l'accepte et qu'on revienne, qu'on explique aux gens qu'on est dans le même bateau. Ils sont dans un bateau en perdition, nous on les voit se noyer et que ça ne nous plaît pas. Donc, mais si on se donne la main, eh bien, le bateau ne va pas chavirer. Merci. Voilà, quand on voit aujourd'hui la situation internationale, la communauté internationale dans ses interventions en Afrique, on voit par exemple la CEDEAO au Mali, la CEDEAO en Guinée. Bon, nous accusons la communauté internationale aussi fait deux poids, deux mesures, mais quel lien voyez-vous entre l'héritage de Sékou Touré et le système de deux poids, deux mesures de la communauté internationale face aux problèmes guinéens et maliens? Wow, il saute aux yeux, comme on l'a dit la fois dernière. Voyez les interventions des gens de la société civile du Mali, comment ils sont structurés, comment ils définissent exactement ce qu'ils veulent, et ils disent à la CEDEAO d'obéir à ses propres règles. Mais ils les connaissent d'abord. Ils connaissent les règles de droit communautaire qu'ils peuvent utiliser pour expliquer aux gens que le peuple est souverain. Il a le droit de choisir. C'est pas les élections les élections ne consacrent pas des rois. Les élections consacrent des présidents qui sont soumis à la censure continuelle et perpétuelle du peuple. Ils peuvent à tout moment être révoqués. Mais il y a une perversion de la compréhension de la démocratie, de l'intelligentsia guinéenne qui a été élevée dans le système totalitaire. On leur a appris des rudiments de droit, eh bien les élections, la bonne gouvernance. Ils refusent même de parler d'impunité. Eh bien, ils ont appris ces règles-là, ils veulent jouer avec ça, alors que c'est extrêmement dangereux. Il faut comprendre le droit, il faut d'abord apprendre quels sont tes droits. Ils refusent de l'admettre. Bon. Et aujourd'hui, on a vu avant-hier la CEDEAO, les déchirements qu'il y a eu à la 57e sommet de la CEDEAO, où les deux petites minoritaires constitutionnelles, Alpha Condé et Ouattara, se sont fait carrément rabrouer par Boari et Issoufou, après qu'Ambalo l'ait déjà fait. Mais je suis en train de finir un article qui m'a beaucoup intrigué en lisant ça. L'article, c'est de dire, c'est quand les divisions FNDC empêchent d'exploiter les divisions CEDEAO. Parce que, voilà une aubaine. Si on avait suivi le dossier qui avait été déposé, si on avait mis en place une task force, un groupe de travail dont le but c'est de ramener toujours et quotidiennement devant la scène internationale qu'il y a un dossier qui a été déposé, qui obéit aux règles de la CEDEAO, eh bien, Alpha Condé serait toujours sur la défensive. Mais au contraire, on le rejoint dans son complot. Donc, cette médiocratisation, ce n'est même pas de la médiocrité, c'est le fait de déshumaniser le personnel politique. Parce que si on parle de médiocrité, les gens parlent toujours d'intelligence. Mais il y a une composante humaine, morale, qu'on a ôtée aux Guinéens d'une génération. Et si on ne fait pas attention, eh bien, qu'on fasse attention ou pas, elle est en train de la perpétuer. Et la comparaison est extrêmement dangereuse parce que la CEDEAO qui montre carrément qu'il n'y a que 2 minoritaires là-dedans qui aujourd'hui sont partisans du coup d'État, sur les 15 États membres de la CEDEAO. Et le FNDC, dans ses divisions, dans son éclatement, ne peut même pas bénéficier de cette division, qui est une plateforme qui nous offre toutes les possibilités pour engager une guérilla politique 1 an, 2 ans, prendre le temps de se battre, de ne pas tomber dans des pièges électoraux populistes gagnés d'avance. Et si
voilà dans lequel, comment, d'un coup de revers, d'un revirement, on sacrifie des vies entières, on les oublie, on se lance dans une ruée suicidaire et qui en même temps va dévaloriser non seulement la perception du combat du peuple guinéen à la face du monde, mais surtout encore nous ramener 15 ans en arrière. On se rappelle de 13 ans en arrière, 2007, où le monde entier s'était levé pour chanter la gloire de la Guinée. Tout ça, c'est parti en fumée. Donc, c'est extrêmement dangereux ce qu'on vit. Si on ne se penche pas sur la rééducation du personnel politique, leur faire comprendre que le combat dans lequel ils sont engagés, ce n'est pas un combat de gagne-pain, ce n'est pas un combat de notoriété, c'est un combat de vie ou de mort où les gens ont décidé de se sacrifier pour que les générations de Guinéens futurs n'aillent pas mourir en Méditerranée, au moins, eh bien, on continuera à vivre les séquelles parce qu'ils vont former d'autres il y a une nouvelle génération qui est en train de grandir, qui est formée dans les mêmes normes, même si, du point de vue scolaire, elle n'a pas subi la médiocratisation du système de la force révolution culturelle de Sékou Touré, eh bien, les valeurs morales qu'on voit se déployer avec la jeunesse ne sont pas encourageantes. Merci, je m'excuse d'avoir été trop long. Non, merci, c'est très bien. Voilà, encore il y a ce que nous appelons souvent, il y a une notion qui vient de paraître, c'est-à-dire la CEDEAO des États ou bien la CEDEAO des peuples. Selon vous, quel rôle peut jouer ou bien doit jouer la société civile maintenant pour amener le progrès même au niveau de la gestion au sein de la CEDEAO, de l'organisation supranationale? Elle doit pousser pour des réformes structurelles parce que la CEDEAO a fait une évolution. C'était une communauté économique qui a été calquée un peu sur le modèle européen. Et pour reprendre le modèle duquel elle a été calquée, la communauté économique de l'Europe, elle a commencé en 1957, après la guerre plutôt, par une communauté agricole pour gérer les excédents agricoles et pour ne pas tomber dans des pertes parce que c'est des produits extrêmement vulnérables aux pertes. Elle a évolué après. Et la CEDEAO a subi un peu une évolution similaire. De communauté économique, elle est devenue, par la force de la poussée de la démocratisation, eh bien, un watchdog, un gardien de la démocratie. On lui a dévolu des rôles de gérer le processus démocratique, d'empêcher les prises de pouvoir par la force. Elle a des règles très précises. Maintenant, on a vu que cette transformation en elle-même, elle n'est pas venue seule, elle est venue par la lutte des gens. C'est quand ils ont compris qu'il y a des gens, citoyens africains, qui ont décidé de ne pas accepter les dictatures, militaires en particulier, ou les chefs d'État providentiels, que la CEDEAO a pris ce rôle. Mais, entre-temps, les coups d'État constitutionnels, ils ont pu venir, et l'Union africaine a lancé des mots d'ordre pour interdire les coups d'État constitutionnels. Mais après, ils ont lancé des directives. Et quiconque y souscrit, donc tout ça, les transformations de la CEDEAO doivent faire partie des luttes internes. Et imposer pour que les sociétés civiles aient leur mot à dire dans les décisions de la CEDEAO. De commencer par leur accorder un statut d'observateur avec des inputs et refuser, reformer totalement l'administration de la CEDEAO, en faire une CEDEAO qui est pilotée par les sociétés civiles, leur donner des assises et la voix pour qu'ils puissent venir imposer des règles de conduite démocratique et surtout que les textes sont clairs, l'application et l'extension de ces textes qui protègent les droits des citoyens. C'est un combat de longue haleine, mais s'il triomphe dans un pays, on verra qu'il va faire tache d'huile. On a vu qu'au Mali, on parle plus de sanctions presque, on en parle à haute voix, mais vu que les Maliens ont montré qu'ils sont déterminés, eh bien c'est un exemple qu'on devrait suivre. Au lieu de commencer une lutte, nous, la société civile guinéenne était beaucoup plus avancée du point de vue juridique. Elle avait déposé un dossier à la CEDEAO. La CEDEAO a joué les morts, elle a profité de la pandémie pour ne pas prendre une décision parce que le dossier était bien ficelé. Il interpellait les 15 chefs d'État. Il y a une règle qui dit que si un de leurs faillit, eh bien ils sont tous responsables. Pour te dire jusqu'où on a poussé les règles pour aider les gens à se protéger. Mais personne ne les applique, personne ne les connaît. Donc à nous de reprendre
quand cette mamaya électorale sera finie, on reviendra au tableau et bien on va redessiner les contours de la lutte dans laquelle on va s'engager à fond pour dire que bon, la CEDEAO a ses règles, elle doit les appliquer. Il n'y a pas même pas à négocier. On ne va même pas demander qu'on crée d'autres instances, qu'on aille créer d'autres participations pour le moment. Appliquer les règles qui existent à la lettre. Après, ça nous fera un progrès. Puis on verra s'il y a des défaillances. On ajoutera au fur et à mesure pour combler des défaillances. Mais pas pour faire beau, pas pour faire gentil, pas pour dire qu'on est inclusif, pas pour dire qu'on est africain, qu'on est frères et sœurs, que tout le monde est là, il y a une représentation professionnelle de femmes, il y a une représentation professionnelle de telle ethnie ou telle ethnie. Tout ça, c'est des faux problèmes. Les règles sont là, il faut les appliquer. Et on va les apprendre, on va les vulgariser. Après que la mamaya électorale est finie en Guinée, on va les vulgariser pour qu'on les apprenne. On va revenir sur le dossier qui est soulevé par la CEDEAO, le dossier devant la cour de la CEDEAO, on va l'utiliser comme arme pour combattre Alpha Condé, engager une guérilla à fond, où il comprendra qu'il n'aura pas le dernier mot, Inch'Allah. Merci. Voilà, je vais poser une question à M. Lamine Diallo, je crois qu'il est en train de suivre. Et je voudrais ici revenir à notre sujet d'aujourd'hui concernant, disons, l'hommage que nous sommes en train de rendre aux victimes du régime de Sékou Touré. Aujourd'hui, que pensez-vous du silence face du silence de la société civile et des acteurs politiques face au crime de Sékou Touré? Est-ce un tort qu'on porte seulement à la famille, aux familles des dites victimes, ou bien c'est une façon peut-être inconsciemment d'extendre les dégâts du système sur la Guinée et les générations futures? Monsieur Lamine Diallo. Oui, la société civile guinéenne manque de la connaissance de l'histoire de la Guinée. Prenez par exemple le cas du FNDC. Nous avons là-bas des individus qui sont des dirigeants du FNDC, tels que les Fonike Mangué, les Abdourahmane Sano, et d'autres personnes là-bas qui adorent Sékou Touré, qui font de Sékou Touré leur héros. Donc expliquez-moi comment ces gens-là peuvent prétendre combattre pour un état de droit en Guinée quand leur idole c'est un dictateur qui est sanguinaire. On les a challengés ici, dans le groupe WhatsApp qu'ils ont créé ici, pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas, il y a une contradiction là. Donc, ça, c'est le problème de la société civile guinéenne, s'il en existe une. D'ailleurs, elle se reconstitue tout le temps. Ouais. Et elle ne parle jamais de l'impunité. Vous voyez une société civile guinéenne qui est là, qui ne parle jamais du 28 septembre et des crimes qui ont été commis le 28 septembre. Et demander et contradisent les gens là. Donc c'est cette indignation sélective et du choix sélectif des droits qu'on doit faire respecter et d'autres qu'on ignore. Normalement, ils doivent s'indigner sur tous les crimes qui ont été commis en Guinée. Mais est-ce que vous les avez jamais entendus depuis que le FNDC a été créé ou depuis que la société civile est là après l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir? Est-ce que vous les avez jamais entendus parler et de traduire en justice les gens qui ont commis les crimes du 28 septembre? Est-ce que vous les avez jamais entendus protester la présence des gens qui ont été inculpés dans ce dossier et dans le gouvernement d'Alpha Condé? Non. Ils se lèvent là pour combattre un troisième mandat. Soit disant qu'il faut Alpha Condé ne peut pas faire un troisième mandat. Et on ne sait jamais ce qui les pousse à combattre. C'est pour cela que ça a dégénéré. Vous avez des gens là-bas aussi qui sont là-bas avec des motifs cachés. Des politiciens qui sont insérés là pour se faire voir, ou alors peut-être pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat, pour que eux, ils utilisent maintenant en seconde position le facteur ethnique pour se présenter comme le candidat de leur région. Sachant maintenant qu'Alpha Condé n'est plus là. Donc les motifs sont toujours questionnables. On ne sait jamais pourquoi mais ce n'est pas le cas de la société civile malienne qui, elle, lutte parce que
le président en exercice a violé la loi. Donc, il n'attend pas que son mandat finisse. Hein? On lui dit qu'il a violé la loi et qu'il doit partir. Et même si la CEDEAO se présente là-bas pour dire que, voilà, il y a une ligne rouge ici, Ibeka doit finir son mandat, non, ce n'est pas une question de mandat ici. Hein? Bachir vient de l'indiquer. Un président élu n'est pas un monarque. Hein? Donc, s'il viole la loi, il est là dans le cadre de certaines lois. Donc, s'il viole la loi, il doit partir. Cette société civile guinéenne n'a jamais demandé à ce que Alpha Condé parte parce qu'il a violé la loi en Guinée. Non, c'est parce qu'il ne doit pas faire un troisième mandat. Pourquoi il ne doit pas faire un troisième mandat? Parce que ça va permettre à tous ces prétendants au pouvoir là-bas de peut-être avoir une chance de briguer la présidence si jamais Alpha Condé n'est pas candidat. Parce qu'ils savent très bien que si Alpha Condé est candidat, ne peut pas gagner des élections là-bas. Donc c'est ça, c'est la nature du combat. Hein? Mais ça aussi, ça vient des tares que nous avons soulignés ici, de la médiocrité des cadres guinéens. C'est le niveau qui est faible. C'est le niveau d'analyse qui est faible. C'est le manque de connaissance du passé de la Guinée qui est faible. Prenez par exemple l'armée guinéenne, elle est tribalisée. Mais au Mali, chaque fois qu'il y a eu un conflit entre les populations malienne et le président en exercice là-bas, l'armée s'est rangée du côté des populations. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas. On peut massacrer, il peut ordonner de massacrer n'importe quel nombre de gens là-bas, faire violer des femmes. L'armée guinéenne ne va jamais bouger contre un chef d'État. Ils attendent toujours sa mort pour venir maintenant prendre le pouvoir et occuper la chaise vide. Donc, nous sommes dans des pays différents. La Guinée a besoin d'être mise sous tutelle. Elle a besoin qu'on l'épaule et pour qu'elle traverse cette période-là. Et que les élections en Guinée soient organisées par la communauté internationale, gérées et validées par la communauté internationale. Parce que nous n'avons pas un système judiciaire indépendant là-bas. Nous avons besoin de ça, d'installer ce système-là, parce que les Guinéens ont prouvé qu'ils ne peuvent pas gérer des élections libres et transparentes. Ils ne peuvent pas constituer un fichier électoral correct. Ils vont toujours le tribaliser. Ils vont toujours aller recruter des bambins ou des gens qui sont morts et bourrer les urnes en utilisant les bulletins de ces gens-là. Donc, ce pays doit être mis sous tutelle. Et la CEDEAO, pour revenir un peu sur ce que Bachir a dit, sur les réformes de la CEDEAO, le CEDEAO doit avoir le courage d'appliquer ces lois. C'est-à-dire, la limitation des mandats doit être sacrée au sein de l'organisation. Tout État qui viole ça, tout président qui viole ça doit être mis au banc, exclu de l'organisation ou suspendu, jusqu'à ce que cette personne quitte le pouvoir. Si jamais on arrive à faire ça, comme ils se précipitent à condamner les coups d'État militaires ici, et à sanctionner les pays, ils doivent avoir le courage de sanctionner les pays qui violent, et les chefs d'État qui violent la limitation des mandats. Et aussi mettre ces pays sous sanction et imposer les mêmes sanctions qu'ils essaient d'imposer au Mali ici à cause du coup d'État militaire. Donc je pense que c'est ce qui doit se passer. Et tant que la Guinée ne va pas traverser cette période, tant que ces mesures-là ne seront pas prises au sein de la CEDEAO, la Guinée, en tout cas, elle ne peut pas se traiter elle-même. Elle a besoin d'être mise sous tutelle pour qu'on se débarrasse de ces voyous-là au pouvoir et de ces médiocres qui sont là. Et ça, c'est à tous les niveaux, dans tous les cas, dans les deux cas, au niveau du pouvoir et au niveau de l'opposition. Parce que les prises de décision sont incompréhensibles, elles n'ont aucun sens. Elles n'ont aucune logique, c'est comme si c'était de la folie. Je vous remercie. Danda be dam pui dang, wale mau be benga di he baka for.